est 9h15, on va s'intéresser aux devises et à leur cours. Pour nous accompagner, on retrouve Philippe Lermy, vous le voyez, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors, la semaine écoulée, elle a été riche en événements et on va commencer par évoquer l'inflation au Royaume-Uni, toujours plus haut, plus 9,4% en rythme annuel. Oui, tout à fait. Donc, les économistes s'attendaient à ce que l'inflation passe de 9,1 à 9,3% et elle est ressortie à 9,4%. Alors, comme attendu, c'est la forte hausse des prix de l'essence entre mai et juin qui est le plus grand contributeur. On avait rien que ça a pris une hausse de plus 9% en un mois, soit ça fait une contribution de 0,3 points sur l'indice annualisé. On a aussi l'alimentation, évidemment, qui a monté de 9,8% sur un mois, ce qui fait une contribution de 0,1 point sur cet indice annualisé. Par contre, on a un ralentissement de l'indice hors alimentation et énergie qui vient principalement du prix des voitures qui continue de baisser depuis maintenant 5 mois consécutifs. Donc, ça, c'est bien. On voit aussi une légère contribution à la baisse dans les loisirs et la culture. Donc, ça, c'est pas terrible. On a donc l'inflation hors alimentation énergie qui maintenant est à 5,9%. Elle ralentit. Voilà. Pour le mémoire, elle était à 6,2 au plus haut en avril dernier. Alors, dans ces conditions, on se doute bien que le gouverneur a réaffirmé son intention de monter les taux directeurs à nouveau de 50 BP, donc pour le prochain comité de politique monétaire qui aura lieu en août. Alors, je vous rappelle que la BOE anticipe un pic d'inflation qui irait vers 11%. Alors, les marchés, du coup, attendent encore d'autres hausses de taux du taux directeur après celle d'août pour arriver à un taux terminal qui serait environ 2,5% en décembre. On va poursuivre, Philippe, avec la réunion de la BCE et donc finalement, ce fut 50 points de base d'augmentation des taux directeurs. Oui, alors jusqu'à la mi-juillet, le marché anticipait une hausse de 25 points de base, comme l'avait annoncé Madame Lagarde donc à la réunion précédente, le 9 juin. Et au dernier moment, le marché a été partagé entre 25 BP, 50 BP. C'était presque 50% des gens qui pensaient soit 25, soit 50, étant donné les annonces de certains membres du Conseil des gouverneurs, comme M. Holtzman ou M. Nott. Finalement, donc, c'est 50 BP. Alors, d'après Bloomberg, certains membres de la BCE étaient en faveur de 25 BP, mais quand on écoute le discours de Mme Lagarde, elle a annoncé que la décision était unanime. Alors, elle a présenté son outil de défragmentation des taux périphériques. Donc, le BB s'appelle TPI, Transmission Protection Instrument. Alors, toujours d'après Bloomberg, le Conseil des gouverneurs pense qu'il n'est pas utile de l'activer actuellement. Vous savez qu'elle n'a pas arrêté de dire qu'elle a la flexibilité du plan qui a été lancé avec la pandémie, le PEPP, et qu'elle va d'abord chercher à utiliser en premier. Alors, que pense le marché de l'action de la BCE ? Donc, on voit que la BCE, tout comme la Fed, elle a envoyé dans le décor sa forward guidance, le fait de prévenir le plus longtemps à l'avance les marchés pour qu'ils s'adaptent. Donc ça, c'est pas très positif. Alors ça a un avantage pour nous traders, ça veut dire que tous les chiffres économiques deviennent encore plus importants et vont faire encore plus bouger les marchés. Alors concrètement, la BCE n'a pas mentionné si son TPI était effectif maintenant. Sauf que il est devenu d'autant plus important avec la crise politique italienne. Les détails de cet instrument restent imprécis, ce qui donne beaucoup de flexibilité pour la BCE, mais aussi de l'incertitude pour les marchés. Alors, je vous ai mis un graphe où on voit l'euro-dollar en orange et on voit le spread de taux Italie-Allemagne qui est en inversé. Et on voit qu'il n'a pas diminué drastiquement. Donc après l'annonce officielle du TPI, on voit qu'il est resté sur le bas. Il a terminé donc à 242 points de base. Donc toute la descente, quasiment toute la descente qu'avait gagné ce spread lorsqu'il y avait eu l'annonce du meeting d'urgence le 15 juin dernier, elle a disparu. Alors moi j'en conclus que le marché reste plutôt dubitatif et qu'en tout cas il n'a pas été enthousiasmé. Comme je vous ai dit, il y a encore beaucoup de flou.
Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on pense plus globalement? Ce que pense le marché plus globalement? Ben, c'est qu'il y aura une pause sur le cycle de hausse des taux directeurs de la BCE après la réunion de décembre, hein. Le marché il anticipe un taux de refinancement terminal qui serait vers 1,28%. On va enchaîner, Philippe, avec les indices des directeurs d'achat en Europe et aux États-Unis. Les analystes de Standard Poor's voient l'économie française entrer en stagnation au début du troisième trimestre. Oui, et malheureusement, le phénomène semble généralisé en Europe, hein. On a vu que pour la France comme pour l'Allemagne, le secteur manufacturier est entré en contraction pour la première fois depuis 20 mois pour la France et puis depuis 25 mois pour l'Allemagne, hein. On voit bien que même cette tendance s'accélère, hein, quand vous regardez bien le graphe, hein. Et on a aussi pour l'Allemagne le secteur des services qui est maintenant en contraction pour la première fois depuis 7 mois. Et le déclin est malheureusement généralisé sur tous les secteurs, hein. Les nouvelles commandes sont en baisse pour la 4e fois de suite, malgré l'amélioration des délais dans les chaînes de logistique, hein. Alors pour la zone euro, c'est carrément l'indice composite qui est entré en contraction pour la première fois depuis février 2021. Alors on voit que pour l'instant, l'emploi se montre résilient, mais on sent que les directeurs d'achat mentionnent la frilosité de leurs clients à la hausse des prix, donc il mentionne une détérioration générale de la demande sous-jacente, hein. Alors, il faut un peu relativiser, hein. Ces sondages auprès des directeurs d'achat ont été réalisés pendant l'arrêt de Nord Stream 1, hein, donc qui a quand même fait peur au marché, donc c'est en pleine crise sur le gaz. Donc, ce matin, on va avoir un indice IFO qui va, lui, être calculé jusqu'à la fin, qui comprend le retour du gaz. Le 21 juillet, on verra si lui il va être un peu plus positif. Et concernant le Royaume-Uni, l'indice, lui, il a surpris, hein, l'indice des directeurs d'achat, il a été meilleur anticipé, mais il est quand même en baisse comparé au mois dernier, hein. Alors, il ne faut pas oublier que l'Angleterre, le Royaume-Uni, est moins exposé au gaz russe, hein. Et surtout, ce qu'on a vu vendredi soir, c'est l'indice des directeurs d'achat, donc qui est calculé par S&P Global pour les USA. Eh bien, il a fait baisser le dollar, alors que d'habitude, ce n'est pas un chiffre qui ferait vraiment bouger. Donc, on voit bien que dans l'idée des traders, la récession devient de plus en plus, semble de plus en plus probable. Alors, il y a toujours et encore la guerre en Ukraine, hein, qui donne le ton sur les marchés. Et on peut parler de l'accord, hein, trouvé vendredi dernier sur les céréales, un accord sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies. Mais cet accord semble entaché par l'attaque d'Odessa ce week-end, même si l'Ukraine dit et affirme qu'elle continue de se préparer à une réouverture de ses ports. Oui, alors pour s'assurer de la validité de l'accord, comme vous l'avez dit, il y avait, c'est à l'initiative du président turc Recep Tayyip Erdogan, et il y avait aussi, la présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, hein, et donc qui servait d'observateur, de contrôleur, quoi, je dirais. Alors cet accord, il prévoit quoi? Il prévoit un couloir pour des bateaux céréaliers ukrainiens, pour que ces bateaux puissent sortir et entrer dans la mer Noire à partir des 3 ports principaux de l'Ukraine, hein, avec un contrôle des cargaisons à Istanbul réalisé par l'armée turque, hein. Alors, cet accord prévoyait aussi que l'exportation du blé russe soit exemptée des sanctions internationales, hein. Évidemment, ils voulaient une contrepartie, les Russes. Sauf que, comme vous l'avez dit, samedi, il y a eu des missiles russes qui ont atteint Odessa. Donc c'est quand même un des points de départ principal des bateaux, des céréaliers. La Russie a aussitôt démenti la frappe, hein, donc auprès de la Turquie, pour finalement l'avouer le lendemain via le compte Telegram de la porte-parole de la diplomatie russe, de la diplomate russe, je veux dire, Madame Zakharova. Donc voilà, on s'aperçoit que ça continue. Dimanche, le ministère de la Défense russe affirme avoir frappé un bateau de guerre ukrainien, ainsi qu'un dépôt de missiles américains Harpoon dans le port d'Odessa. Bon, c'est pas ce que dit l'Ukraine. Voilà. Donc ça fait comme les couloirs humanitaires. Donc dans ces conditions, on voit mal
comment l'Ukraine pourrait prendre le risque de déminer l'entrée de ses ports. Hein. On peut aussi très bien imaginer que il y aurait des bateaux céréaliers qui soient coulés tout simplement parce qu'ils touchent des mines, mais aussi parce qu'ils soient attaqués. Et on voit mal comment l'Ukraine pourrait convaincre des assureurs de bien vouloir couvrir chaque cargaison. Hein. Donc ça donne un accord qui est mort-né. Enfin voilà, ils vont continuer d'essayer d'exporter les céréales via notamment par exemple la Roumanie. Ça serait une solution puisqu'il y a des ports quoi, donc, qui pourraient servir. Voilà, c'est mal parti et en tout cas ça ne peut faire que maintenir les prix du blé, voire les faire monter à nouveau. Parlons à présent de nos voisins transalpins, la politique italienne, la crise, Mario Draghi est contraint de démissionner, mais tout va se jouer le 25 septembre. Oui, tout à fait. Donc la semaine dernière, on a eu 2 votes de confiance de Mario Draghi. Celui-ci a remporté ces 2 votes, mais bon, le dernier s'est fait sans Forza Italia, sans la Lega Nord, sans 5 étoiles, soit les 3 partis principaux de son alliance. Donc le Premier ministre, il a de renouveler sa demande de démission auprès du président italien qui l'a accepté. Donc on a maintenant un gouvernement qui est transitoire jusqu'aux prochaines élections générales qui auront lieu le 25 septembre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'intégralité des sièges du Parlement qui sera renouvelée, c'est-à-dire 200 sénateurs et 400 députés. Alors le problème, c'est que ça tombe très mal, parce qu'à cette période, c'est le moment où le gouvernement italien présente son projet de budget, et c'est le moment aussi où l'Italie va faire face à des remboursements du prêt européen Next Generation EU. Donc voilà, ça, c'est pas très bon pour les marchés, la rentrée risque d'être chaude. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a le candidat favori dans les sondages, c'est Madame Giorgia Meloni, c'est la leader du parti Fratelli d'Italia. Elle a 23%, ce parti a 23% des intentions de vote pour l'instant, donc juste devant le Parti démocrate qui fait lui 22%. Alors Fratelli d'Italia, c'est un parti d'extrême droite qui est qualifié d'eurosceptique, mais qui ne revendique pas pour autant, je dirais, la sortie de l'Italie de l'Union européenne ou de l'euro. Mais dans tous les cas, d'un point de vue marché, l'absence de Mario Draghi, qui est europhile et qui connaît bien les rouages de l'Europe, risque d'être mal perçu. Alors je vous rappelle, pour mémoire, quand il y a eu les élections générales anticipées en Italie en mars 2018, l'Eurodoll, il a perdu 900 pips. On va enchaîner avec les événements à scruter cette semaine. Et d'abord, la réunion du comité monétaire de la Fed et le marché qui anticipe à nouveau une hausse de 75 points de base, mais 75 points minimum. Certains évoquent même 100. Oui, alors pourquoi? Parce qu'on avait eu la hausse surprise de 100 BP de la Banque du Canada, les opérateurs de marché. Donc du coup, on pensait que la Fed lui emboîterait le pas. Le 13 juillet dernier, ce qui était anticipé, c'était 91 BP, donc on vous dit quasiment 100 BP. Mais on a eu les commentaires des 2 des plus agressifs membres de la Fed qui ont refroidi ces ardeurs du marché parce qu'ils ont signifié qu'ils voulaient voir d'autres chiffres forts pour envisager 100 BP plutôt que 75 BP. Et puis quand on regarde les indicateurs économiques, on en a de plus en plus qui montrent un ralentissement et la liste commence à être longue. Je vais vous en citer quelques-uns. On a les prix à la pompe et de certaines matières premières qui ont baissé. Je pense au cuivre par exemple. Les ventes dans l'immobilier, elles ralentissent avec des taux des crédits hypothécaires qui sont au plus haut depuis 2008. Et puis là, ce que je vous montre à l'écran, vous voyez en rouge, le sentiment des consommateurs américains et celui des patrons des petites entreprises qui en gris, qui sont en chute prononcée. On a les attentes d'inflation qui déclinent aussi bien chez les professionnels que parmi les ménages. Les ventes au détail, on en avait parlé la semaine dernière, aux États-Unis qui ralentissent en termes réels. Et puis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'indice des directeurs d'achat, c'est pas le plus important, celui des S&P Global, mais qui est en contraction. Donc, quand on regarde, il y a eu un sondage réalisé par Bloomberg auprès de 62 banques. Il n'y en a plus qu'une seule qui voit une hausse de 100 basis points. Il y en a même 3 qui voient une hausse de 50 BP seulement. Le marché, il est donc revenu sur une idée d'une hausse de 75 BP, mais avec encore 125 points de base de hausse d'ici la fin de l'année. Voilà. Les anticipations
de récession. Du coup, ils ont monté de 40% pour les USA et 45% pour l'Europe et le Royaume-Uni. Et toujours outre-Atlantique, on va suivre bien évidemment le PIB des États-Unis pour le deuxième trimestre. Rappelons que le PIB pour le premier trimestre avait reculé d'1,6%. Oui, c'était inattendu. Alors là, donc on l'attend à plus 0,5%, mais attention, hein, comme je vous ai, avec tous les indicateurs que je viens de vous citer et qui pointent en direction d'un ralentissement, on pourrait très bien avoir un deuxième trimestre légèrement négatif. Donc techniquement parlant, ça serait considéré comme une entrée en récession. Et je vous dis, le marché, ben, c'est un mot qui, dans Google Trends et autres, qui commence à ressortir très fortement. Donc là, le mouvement pourrait être fort, hein, si c'était le cas.